de m'avoir mis dans la liste. Donc oui, je vais vous présenter des travaux qu'on a fait sur le SNDS avec l'équipe de Florence Tubac au CFEPI à la Pitié-Salpêtrière. Et moi, je suis rhumatologue de formation, et donc naturellement, on s'est intéressé à une maladie qui est le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent, qui est la polyarthrite rhumatoïde, et le risque de cancer associé à la polyarthrite rhumatoïde. Voilà. Donc je fais quelques petits rappels parce que je pense que vous n'êtes pas tous rhumatologues. Donc tout d'abord, la polyarthrite rhumatoïde, comme je vous disais, c'est le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent en France, avec une prévalence qui est aux alentours de 0,5% de la population adulte. Ça atteint dans 70% des cas les femmes. Et ça peut arriver à tout âge, mais il y a 2 pics de prévalence entre 40 et 60 ans. Et important pour le SNDS, c'est une maladie qui est prise en charge à 100% à partir du moment où elle est traitée, et elle est quasiment systématiquement traitée. Son origine est inconnue et multifactorielle et fait intervenir de la génétique et de l'environnement. Et je vous en parle puisque dans les facteurs d'environnement, le principal et quasiment le seul facteur associé de façon reproductive à la polyarthrite est le rôle du tabac, et ce qui pose toujours un problème quand on analyse la polyarthrite dans les bases de données, et également quand on travaille sur le risque de cancer, puisqu'on sait que le tabac est aussi un facteur de risque de cancer. Enfin, puisque je vais utiliser ces mots dans toute la présentation, il faut savoir que le traitement repose, outre sur les traitements symptomatiques comme la cortisone, sur des traitements de fond, avec des traitements qu'on dit plus classiques, c'est-à-dire les immunosuppresseurs classiques, et ils s'appellent dans la littérature anglo-saxonne les DMARD, des traitements qui modifient le fond de la maladie. Et pour les traitements classiques, c'est les CS pour Conventional Synthetic DMARD. Et l'autre type de traitement qu'on va utiliser, c'est les thérapeutiques ciblées, et celles qui vont être disponibles à l'heure actuelle dans le SNDS, c'est les biothérapies. Alors, qu'est-ce qu'on sait déjà du risque de cancer au cours de la polyarthrite rhumatoïde? On sait que globalement, il n'y a quasiment pas d'augmentation du risque global de cancer, ou de façon assez marginale dans les très grosses études. Qu'il y a un risque accru de cancer du poumon, mais on a vu qu'il y avait le tabac comme facteur de risque commun. Qu'il y a aussi un risque accru de lymphome, et ce risque est lié à l'activité, donc à la sévérité de la maladie, ce qui est quelque chose qui est difficile à trouver dans les bases de données, par exemple d'assurance maladie, l'activité de la maladie. Et un risque diminué de cancer colorectal, mais ça c'est des vieilles études. À l'époque, on utilisait beaucoup les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui, on le sait, quand on en prend des grosses doses, diminuent le risque de cancer du côlon. Et nous, notre interrogation va être l'impact des biothérapies dans tout ça, et on sait que ça a été principalement étudié pour un type de biothérapie que sont les anti-TNF, qui sont sur le marché depuis le début des années 2000, et globalement, pas d'augmentation du risque de cancer, a priori pas d'augmentation du risque de lymphome, et un doute, comme avec tous les immunosuppresseurs, sur une augmentation des risques de mélanome, et une augmentation certaine des risques de cancer cutané non mélanome. Donc ça, c'est ce qui est connu de base. Là, on va essayer d'estimer et de comparer l'incidence des différents cancers chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde en faisant différentes comparaisons. Donc les fameux patients sous biothérapie, thérapeutiques plus récentes et qui agissent sur le système immunitaire, versus les traitements de fond plus conventionnels des DMARD. Et après, une deuxième analyse en comparant différentes classes de biothérapie. On a procédé de la façon suivante, donc c'est une étude de cohorte historique à partir des données du SNDS. On a identifié les 4 PR grâce au code SIM10 que je vous ai remis ici, sur la période de notre étude qui va être de 2007 à fin 2015, début 2016. On a exclu tous les patients ayant un antécédent de cancer. On a identifié les cancers à l'aide des codes SIM10 des différents cancers, et aussi la variable cancer global, grâce à des algorithmes qui ont été développés par l'équipe de Florence Tubac. Je vous ai mis la référence ici, dont un est spécifique à l'homme et l'autre est spécifique à la femme. Et enfin, on a exclu les cancers cutanés non mélanomes, dont on sait que l'exhaustivité dans les bases de données du SNDS est pas du tout bonne, parce que pris en charge en médecine libérale et sans déclaration de maladie et de codage. Pour la première analyse où on a comparé les biothérapies au traitement de fond synthétique, on a voulu faire ce qu'on appelle un New User Design, c'est-à-dire de prendre la première utilisation incidente d'un traitement de fond synthétique, c'est-à-dire d'identifier les patients qui n'avaient jamais été traités pour leur polyarthrite rhumatoïde,
pour ça, on a eu la base à partir de 2006. L'année 2006 nous a permis d'identifier les patients qui avaient déjà reçu des traitements et qui étaient en cours de traitement pour la polyarthrite. On les a éliminés. Et tous ceux qui n'avaient pas eu de traitement pour leur polyarthrite pendant cette période d'antériorité ont été considérés comme des nouveaux utilisateurs, comme des nouvelles PR qui allaient débuter un traitement. Et on a analysé les traitements de fond synthétiques tous ensemble, je vous ai mis leur nom ici, et les traitements biologiques tout ensemble. Donc là, c'est l'identification des périodes incidentes. Ensuite, on s'est dit que le cancer n'apparaissait pas tout de suite, ou s'il apparaissait de façon concomitante au début du traitement, c'était qu'il n'était pas lié au traitement. Et puis on sait que dans le SNIRAM, entre le moment où le cancer est diagnostiqué et le moment où il apparaît dans la base, il se passe un petit peu de temps. Donc on a décidé de mettre une période de latence entre le moment où on initie le traitement et le moment où on considère que le patient est exposé et que le cancer est relié au traitement, de 90 jours. Et de la même façon, on sait que quand on arrête le traitement, il ne va pas arrêter d'agir immédiatement et que le risque vis-à-vis du cancer peut s'observer un certain nombre de temps après. Donc on a mis 180 jours après l'arrêt des traitements comme période de rémanence et on a fait des analyses de sensibilité en faisant varier cette période de 2 et 5 ans. On a, pour pouvoir prendre en compte les biais potentiels, en sachant que la première ligne de traitement, c'est généralement le traitement de fond synthétique, puis quand ça ne marche pas, on met la biothérapie, que les traitements peuvent changer au cours du temps, on a décidé d'utiliser une méthode d'appariement pour cette première comparaison entre biothérapie et DIMARD, et on a apparié sur un score de propension dynamique qui était réévalué tous les 30 jours. Dans cette analyse, l'exposition a été considérée comme une variable dépendante du temps. Dans le score de propension, on a mis l'âge, le sexe, la durée d'évolution ou la durée de diagnostic de la maladie, le nombre de traitements de fond antérieurs, un index de comorbidité spécifiquement développé pour le SNIRAM, les maladies liées à l'alcool ou au tabac pour prendre en compte les facteurs de risque concomitants de cancer, le nombre d'hospitalisations liées à la polyarthrite pour prendre en compte la sévérité de la maladie, et aussi la dose de corticoïdes utilisée et les faibles niveaux socio-économiques, car on sait que ça a un impact à la fois sur la prise en charge de la polyarthrite et le diagnostic des cancers. Pour les cas exposés à la biothérapie, ils étaient considérés comme cas à partir de la première utilisation d'une biothérapie pendant notre période d'analyse, et à ce moment-là, dès qu'on identifiait un cas sous biothérapie, on lui appariait de façon à l'aide du score de propension, un patient qui avait le même score de propension à cette date et qui avait la même durée d'exposition au traitement de fond synthétique, comme si on voulait simuler un essai randomisé de patients en échec de traitement de fond synthétique, chez qui on mettrait soit un biologique, soit on continuerait le traitement de fond synthétique. Et on a estimé les risques par des hazard ratios à l'aide de modèles de Cox avec l'appariement comme de variable dépendante du temps. Je vous mets ça de façon schématique. Ici, on a un patient qui est en vert sous DIMARD. Il va débuter une biothérapie à ce moment-là en rouge. On considère notre période de latence de 90 jours. À partir de cette date-là, il est considéré dans notre analyse comme exposé à une biothérapie. À ce moment-là, on va lui apparier un patient qui a débuté le DIMARD en même temps, qui n'aura pas débuté la biothérapie, mais qui a le même score de propension à cette date-là. Donc ça, c'est notre contrôle de DIMARD. Si ce fameux contrôle de DIMARD va par la suite débuter une biothérapie, il ne sera plus contrôle DIMARD, il va changer d'exposition, changer de groupe et devenir patient sous biothérapie, et on va lui apparier un nouveau patient qui reste sous traitement de fond synthétique. Et ainsi de suite. Donc pour cette première partie traitement de fond versus biothérapie, on se retrouve d'une base qui partait de 238 000 PR, 170 000 qui ont reçu un traitement, 83 000 qui ont reçu leur premier traitement durant notre période d'analyse, 19 000 exposés aux biothérapies et 19 000 contrôles exposés au traitement de fond classique. Après appariement, on voit que notre population est bien équilibrée sur les variables d'appariement et qu'il y a un équilibre du score de propension. Et on retrouve une absence de sur-risque de cancer chez les patients sous biothérapie comparé aux patients sous traitement de fond classique sur toute notre période d'analyse.
Pour les autres variables qu'on a étudiées, donc on a étudié tout cancer, les cancers solides, les lymphomes. On voit qu'il n'y a pas de sur-risque significatif, mais un hasard ratio qui est quand même un tout petit peu plus élevé. Et les autres hémopathies malignes. Donc pas de différence entre les traitements de fond classiques et les biothérapies. Il faut savoir que nos traitements de fond classiques, on les utilise souvent en association, c'est-à-dire qu'en général, on n'arrête pas le traitement classique pour mettre une biothérapie, mais on rajoute la biothérapie. Donc on va se retrouver avec des gens qui ont de biologique en immunothérapie ou des associations. On a voulu faire une analyse en 3 groupes et il n'y a aucune différence qu'on soit en monothérapie ou en association avec un traitement de fond classique. Ça, c'est une question qui est régulièrement posée dans les études. Après, je vous ai dit qu'on avait fait varier les périodes de latence-rémanence et on a fait une analyse où on mettait pas du tout de latence et pas du tout de rémanence. Et là, on se retrouve avec un résultat, on va dire, paradoxal qui fait qu'on a l'impression qu'il y a une diminution du risque de cancer sous biothérapie comparativement aux patients sous traitement de fond classique. Mais c'est probablement un biais d'indication qui est lié à cette période de latence ou de rémanence, avec des patients qui ont été diagnostiqués du cancer et chez qui on a arrêté la biothérapie et finalement le cancer n'apparaît qu'après et donc à ce moment-là ils sont dans l'analyse d'IMARD alors qu'on vient d'arrêter la biothérapie, ou de patients qui vont avoir dans leur examen de dépistage avant la biothérapie un cancer et donc on va laisser sous DIMARD et donc sous traitement de fond classique et donc on va pénaliser le bras biothérapie. Donc ça justifie de notre point de vue l'utilisation de ces latences et ces rémanences. Et ça, c'était valable pour les cancers solides, ça ne se retrouvait pas pour le lymphome et les hémopathies. Pour les cancers spécifiques d'organes, on n'a pas non plus trouvé de différence entre traitement de fond classique et biothérapie. Ensuite, on a fait des comparaisons entre les différents biologiques. Pour cette analyse-là, on a fait une méthode qui était différente, parce qu'on voulait avoir une population d'études un peu plus large en termes de biothérapie. Donc on a pris en compte tous les patients qui débutaient une biothérapie pendant notre période d'analyse, donc qui n'avaient pas de biothérapie pendant la période d'antériorité de 1 an dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais par contre, ils pouvaient avoir reçu un traitement de fond classique pendant cette période de 1 an. Ensuite, on n'a pas fait une méthode d'appariement, on a fait une méthode par pondération inverse, par le score de propension dépendant du temps, parce qu'on sait que les séquences de biothérapie sont assez codifiées et que dans, on va dire, 80% des cas, la première biothérapie va être un anti-TNF. Donc on va se retrouver avec des difficultés d'appariement par score de propension entre les groupes, puisqu'on ne va pas utiliser chacune des biothérapies dans le même sens et que leur ordre d'utilisation n'est pas aléatoire. Donc on a préféré utiliser cette méthode pour ne pas perdre de puissance et pour pouvoir faire l'analyse. Les variables qu'on a incluses dans le score de propension étaient les mêmes que tout à l'heure. Et donc sur cette analyse qui compare donc les biothérapies entre elles, on a pu identifier, donc on part de toujours de notre population de PR de 238 000 PR, 169 000 qui sont traités. Là, on va exclure ceux qui étaient traités par biothérapie pendant notre période d'observation d'1 an, et on va se retrouver avec environ 32 000 patients qui vont débuter un biologique pendant notre période d'analyse. Il va y en avoir 26 000 qui vont être exposés aux anti-TNF, donc comme je vous ai dit, c'est vraiment les biothérapies de première ligne, et donc on se retrouve avec des déséquilibres en termes de lignes. Et pour les autres biothérapies, abatacept, rituximab et tocilizumab, qui sont des mécanismes d'action différents, on a à peu près 4 000 patients pour chacune de ces biothérapies. Pendant notre période d'analyse, on va avoir 730 cancers qui sont survenus chez les patients sous anti-TNF et 235 survenus chez les patients traités par d'autres biothérapies. Et très peu exposés aux deux, mais c'est pour les chevauchements entre les périodes d'exposition des différents traitements liés aux périodes de latence et de rémanence. Donc quand on compare les patients traités par anti-TNF versus les autres biologiques, on ne retrouve pas de surrisque de cancer solide ou de lymphome. On a un résultat qui est borderline vis-à-vis des autres hémopathies, mais dans les autres biologiques, il y a un des traitements qui est le rituximab qu'on utilise pour le traitement des hémopathies et pour les patients à risque d'hémopathie. Donc il y a probablement un biais là-dessus et on est en train de refaire des analyses en excluant les expositions au rituximab.
mais globalement, pas de différence entre les biothérapies. Quand on compare à l'abatacept, les hazard ratios sont un petit peu plus élevés, mais on n'a rien de significatif non plus. Il faut savoir qu'en termes de mécanisme d'action, l'abatacept a un effet inverse des immunothérapies anticancéreuses qui ont été développées pour le mélanome et les cancers du poumon. C'est exactement le mécanisme inverse qui est utilisé pour le traitement donc, des maladies auto-immunes. C'est pour ça qu'on s'est posé la question spécifiquement pour l'abatacept d'une augmentation du risque de cancer, mais encore une fois, on n'a rien observé de significatif. Enfin, on a comparé au sein des anti-TNF, on a 5 anti-TNF, dont un qui a un mécanisme d'action un peu différent. C'est un récepteur soluble alors que les autres sont des anticorps monoclonaux et ils ont une action plus importante, les anticorps monoclonaux, sur les cellules des tissus. Et il y a des études qui suggèrent qu'ils seraient plus à risque de lymphome que ne l'est l'étanercept. Et on n'a pas du tout retrouvé ce risque, vous voyez, avec un hazard ratio à 0,87 de lymphome sous monoclonal comparé à l'étanercept. Donc on ne retrouve pas cette différence de risque qui était observée dans d'autres études. Là encore, on a fait des analyses ajustées pour l'utilisation concomitante de traitements de fond classiques et on se retrouvait avec des hazard ratios dans les mêmes eaux que ceux qu'on a observés sans prendre en compte cette exposition simultanée au traitement de fond classique. Quand on faisait varier notre période de latence et rémanence, on n'a pas observé de différence entre les anti-TNF et les autres biothérapies, puisqu'on n'est pas censé avoir la différence qu'on a, par exemple, avec les traitements de fond classiques de patients chez qui on aurait détecté un cancer et pour lequel on ne va pas commencer une biothérapie, puisque là, on se retrouve que dans une population de patients chez qui on a décidé de débuter une biothérapie, donc ils ont les mêmes facteurs de risque. Donc on n'a pas cet effet de la latence et de la rémanence dans cette analyse ici. Donc en conclusion sur les données de cette étude, on a pu analyser le risque de cancer chez les patients polyarthrites traités par biothérapie et traitement de fond classique. Et on a des données extrêmement rassurantes avec pas d'augmentation du risque global de cancer solide, d'hémopathie ou de lymphome, ni de cancer spécifique d'organes. Et dans la comparaison entre biothérapies, on ne retrouve pas non plus d'augmentation de risque. Et sur les analyses en sous-groupe par âge et sexe, on n'avait pas non plus de différence, que ce soit dans une des analyses ou dans l'autre. L'utilisation d'un traitement de fond classique non plus n'interférait pas dans ce risque. Voilà. Voilà pour les analyses qu'on a pu mener sur le SNIRAM, sur cette maladie qui est le rhumatisme inflammatoire, encore une fois le plus fréquent. Merci pour votre attention et merci à l'équipe du CFEPI qui a mené ces analyses avec nous. Merci Raphaël, c'est parfait pour le timing. Alors, j'ai pas vu de questions de chat arriver. N'hésitez pas, soit en chat, soit en audio. Je vais commencer à poser une question, peut-être le temps que ça arrive. Ah ben si, voilà, une question de Julie. Côté méthodo, est-ce que les scores de propension dynamique avec appariement sont basés sur la méthode proposée par Beaulieu? Je ne sais pas ce qu'est la méthode proposée par Beaulieu. Alors, je propose que Julie, à ce moment-là, se mette en contact avec Raphaël. Ah, voilà. Allez-y, Julie. Oui, on fait ça aussi. La méthode de Beaulieu, en fait, c'est assez simple, je pense, dans la théorie à comprendre. C'est le score de propension. En gros, on fait un modèle de Cox avec les variables dépendantes du temps. Donc, par exemple, alors nous, on est en transplantation rénale, mais c'est la même idée. Donc, c'est par exemple prendre en compte les événements cardiovasculaires qui surviennent jusqu'au moment où les gens sont greffés dans le modèle de Cox pour avoir notre score de propension dépendant du temps. Et ce qui fait que le score de propension est actualisé à chaque fois qu'un patient a une variable qui change. Du coup, je me demandais si c'était ça l'idée aussi là. Non, on n'a pas fait cette méthode-là, on a fait une régression logistique conditionnelle et on refaisait tourner la méthode à tous les 30 jours. Et pour chaque Donc, la régression logistique tous les 30 jours. Ouais, on réévalue tous les 30 jours le score de propension. Pour chacune des Ok. Ok, d'accord, merci. Ouais.
Alors, une autre Alors, question de Sylvie. sur la dose de... Alors, en fait, on cherche, comme on n'a pas dans les bases de données du SNIRAM, les données d'activité de la maladie, c'est-à-dire de sévérité, à quel point elle est sévère au moment où le patient va débuter la biothérapie. Or, on sait que cette sévérité ou cette activité est liée au risque de certains cancers, en particulier le lymphome. Ça a bien été démontré. Si vous avez une activité de la maladie qui reste élevée pendant des années, vous aurez plus de risque de lymphome qu'une polyarthrite qui est bien contrôlée. Un moyen de prendre ça en compte, c'est de se dire, si on a dû changer de traitement tous les 6 mois, donc s'il a eu beaucoup de lignes de traitement avant, ou s'il a été traité beaucoup par corticoïdes, c'est que la maladie n'était pas contrôlée, et donc elle est plus sévère. Donc voilà pourquoi on a intégré la dose cumulée de corticoïdes dans le score de propension, comme un proxy de la sévérité, un des proxys de la sévérité de la maladie.